bonsoir à tous. Merci d'être venus encore une fois aussi nombreux à ce énième Café Patrimoine que nous avons l'habitude d'organiser. Et aujourd'hui, on a la chance, l'honneur et plein de mots de recevoir un invité qui va nous parler de patrimoine, mais pas seulement de patrimoine. C'est là ce qui fera aujourd'hui l'originalité de cette intervention, à savoir que nous accueillons donc M. Glowinski et François Cardinali, qui tous les deux donc, ont écrit un ouvrage que vous pourrez acquérir si vous le souhaitez à la fin de ce café. Monsieur Glowinski est professeur au Collège de France et a été pendant de nombreuses années administrateur du collège. Et notamment, ce qui est important, c'est que c'est lui qui a été en quelque sorte le maître d'ouvrage, c'est lui qui a supervisé toute cette rénovation du Collège de France qui avait été décidée au titre des grands travaux ordonnés par François Mitterrand. Donc, M. Glowinski va vous parler de tout cela, mais M. Glowinski est aussi spécialiste du cerveau. Et il a mené une étude en lien avec l'architecture. Je n'en dirai pas plus parce que je ne peux pas, c'est lui qui va le faire, entre le cerveau et l'architecture. Donc, je vais simplement vous lire ce qui est écrit derrière l'ouvrage et qui résume bien finalement ce dont on va sûrement parler ce soir. Passionné par l'architecture et l'urbanisme, établissant des parallèles originaux entre l'organisation du cerveau et celle d'une institution aussi prestigieuse que ce lieu de savoir et d'excellence, Jean Glowinski raconte son parcours peu ordinaire qui l'a conduit à superviser un chantier durant une vingtaine d'années, donc ce chantier qui est la restauration du Collège de France. Voilà, j'en dis pas plus, je le laisse parler, ainsi que François, pour... voilà, encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir s'il le faut, vous savez que c'est un lieu d'échange et de débat. Voilà. Alors moi je vais juste prendre, moi c'est François Cardinali, donc, qui travaille avec Jacques, je vais juste prendre la parole avec quelques images qu'on laissera et qu'on pourra revoir. Tout simplement pour vous dire que je suis comme tout le monde, comme beaucoup, je savais que le Collège de France existait, bien sûr. Il était situé face au vieux campeur, c'est comme ça que même les gens du Collège de France se repèrent. C'est pratique, presque aussi cool. Ça avait été un rêve d'un grand humaniste qui était l'intellectuel de l'époque François Ier, en 1530. Ce collège est donc lancé. Pour autant, entre le moment où l'idée germe et l'idée germe, on l'oublie, pour lutter contre l'influence catholique trop présente de la Sorbonne. C'était pour que l'esprit soit libre. Mais entre le moment avant que le collège ne voit le jour, ça va marcher, voilà, il a fallu beaucoup de temps. La première pierre que vous voyez à gauche, un peu cachée, a été posée en 1613 par le roi Louis XIII, et le bâtiment Chagrin, celui qu'on voit de la rue des Écoles, date de 1772. Donc il a fallu déjà pas mal de temps, ça a été une longue aventure. Donc c'est un collège qui est né sur le signe de l'aventure. Voilà la première pierre, on pourrait y revenir, il n'y a pas beaucoup d'images. Et que ce collège a de tout temps eu un problème de place, de disposition, d'accueil. Au XVIIe, les professeurs disent déjà, j'ai retrouvé le mot, ce sont des masures. Il y a de façon indéniable des soucis qui vont durer. Et pour autant, c'est un collège qui va être fait pour ceux qui sont entrés de diverses parties, la dernière étant de 58, qui est le bâtiment actuel de biologie. Je savais comme beaucoup aussi que des professeurs prestigieux y ont donné et donnent toujours des cours, alors quelques noms, Claude Lévi-Strauss, on a Pierre-Gilles Lejeune, qui est d'ailleurs dans le livre, qui a été important. On a bien sûr Foucault et on a aussi Boulez, pour vous donner la palette. Je savais comme beaucoup que c'était des cours qui étaient non diplômants et libres, on peut être complètement illettré y aller. En revanche, je ne savais pas si ça avait été ce chantier, je ne savais pas qu'il avait fallu toutes ces années pour créer un lieu qui soit accueillant, que le chantier avait été titanesque parce que sous le bâtiment, on a retrouvé des traces de termes. C'était unique, il y avait 2 termes à l'époque à Paris, ce qui était unique. Je ne savais pas non plus qu'il avait fallu tout ce temps, ces 20 années, pour créer ce nouveau lieu. Je vais vous passer quelques images si elles arriver. Et qu'il a fallu, et c'était un travail titanesque, mais je vous laisse la parole, on vous remettra ce petit plan, coordonner architecturellement en tenant compte du patrimoine, tous ces bâtiments de différentes époques, et repenser entièrement le collège. Je ne savais pas, parce que j'étais passé comme vous devant ce collège en travaux, que durant toutes ces années de chantier, les cours ont continué, l'accueil du public a été préservé. Ça, c'est une des tâches et une des volontés de Jacques Glowinski de maintenir le collège ouvert.
par bons et par gros, et qu'il a fallu la dose de diplomatie, mais aussi de personnalité pour arriver à se battre contre vents et marées en tenant compte à la fois des impératifs financiers, mais politiques aussi, des changements politiques, des changements de direction, et aussi des nécessités de préservation du patrimoine. Et vous avez là des vues que peu de gens ont vues, c'est la cour intérieure qui a été entièrement refaite, démontée, et vous expliquera sans doute pas mal de choses. Donc un collège ouvert au public et un collège qui aujourd'hui, par le travail de Jacques Covici, qui ne manque jamais de citer toutes les personnes qui ont été de cette aventure, et maintenant peut accueillir et tourner vers le XXIe siècle. Il y a une œuvre aujourd'hui qui est cohérente architecturalement. Et donc maintenant, je vais laisser la parole au héros de la présentation. Et pour vous dire qu'avec Jacques Glowinski, qui a un parcours atypique, il ne le dira jamais, mais je pense qu'il fallait être assez iconoclaste pour réussir ce qu'il a fait, tout commence par des arbres. Oui, je suis étonné parce que je ne m'attendais pas à commencer par un arbre. En fait, pour moi, j'ai toujours été fasciné par les arbres pour deux raisons. Parce que, d'abord, c'est beau. Et deuxièmement, tu as une architecture qui est variable en fonction des arbres, évidemment. Et d'autre part, il n'y a pas uniquement l'arbre avec le tronc, les branches et les feuilles. Il y a effectivement les racines qui sont assez étonnantes. Pour moi, si vous voulez, c'est une manière de représenter le neurone. Alors, pourquoi? Parce que c'est une digression par rapport à notre présentation. Parce qu'en fait, vous avez le tronc, la base du tronc qui correspond au corps cellulaire du neurone. Vous avez le tronc lui-même qui correspond à l'axone, ce qu'on appelle l'axone, dans lequel l'influx nerveux va se propager. Et vous avez les branches qui correspondent aux branches axonales. Et vous avez le feuillage avec les innombrables feuilles qui représentent les points de contact possibles des neurones avec les autres neurones, c'est-à-dire les synapses. Et les racines de l'arbre représentent en quelque sorte des prolongements qui partent du corps cellulaire et qu'on appelle les dendrites. Comme dans un arbre, vous avez une protection, c'est l'écorce, et un neurone est protégé par une gaine de myéline de la même façon. Et cette gaine permet finalement non seulement de protéger le neurone, pas tous les neurones possèdent de la myéline d'ailleurs, mais elle permet ce qu'on appelle un mouvement saltatoire qui fait que l'influx nerveux se propage beaucoup plus rapidement. Et en fait, certains neurones sont petits, d'autres sont très longs. Si je prends les neurones qui partent de la moelle épinière et qui vont jusqu'à vos muscles, c'est 1 mètre environ. Donc, et dans les arbres, vous avez un flux qui est la sève qui monte finalement, qui apporte, disons, l'eau et les nutriments, les ions aux branches et aux arborisations terminales de l'arbre. Et dans le neurone, c'est la même chose. Il y a des flux axonaux, antérogrades et rétrogrades. Mais cette introduction sur l'arbre est passée. Je voudrais rentrer plus dans le vif du sujet et parler beaucoup plus d'architecture. Pourquoi ce livre, d'abord, que j'ai eu la chance d'écrire avec François, et ça a été une période très très sympathique et agréable, c'est parce que j'ai eu cette chance d'être le responsable du projet de rénovation du Collège de France, nous allons y venir, et à un moment donné, je voulais quand même garder des archives de cette période, et écrire quelque chose que je voulais garder pour l'institution. Et puis, par un hasard heureux, on nous a demandé d'écrire un livre qui était non seulement un livre sur cette histoire architecturale, mais aussi un livre sur mon parcours. Alors, pourquoi je me suis intéressé, si vous voulez, à l'architecture? C'est parce que, au démarrage de ma vie de chercheur, dans les années 60, j'étais bien sûr au départ à l'Institut Pasteur, comme beaucoup de chercheurs à cette époque, et je suis parti aux États-Unis. Et en fait, l'une de mes premières surprises, ça a été mes visites architecturales dans ce pays. C'est-à-dire, à chaque fois que j'avais l'occasion de visiter une université, il y avait toujours un soin particulier pour, disons, garder le patrimoine du lieu, en quelque sorte, le mettre en valeur. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'architecture contemporaine, mais quand vous allez à Chicago, quand vous allez à Yale, ou quand vous allez, disons, le fameux Salk Institute à San Diego, alors vous vous rendez compte que les architectes
Et les gens, les décideurs, ont réfléchi de différentes façons pour créer un cadre tout à fait particulier qui est non seulement un lieu de savoir et de connaissance, mais un lieu qui vous impressionne et dont vous vous souvenez, qui va s'imprimer dans votre mémoire. Et ça, je connaissais bien sûr les lieux français de l'université, et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un soin particulier pour que finalement on crée des lieux dans lesquels les étudiants, les enseignants seraient agréablement contents, heureux de vivre dans ces lieux. Ils en garderaient, si vous voulez, une impression extraordinaire. Donc, quand je suis arrivé au Collège de France dans les années 66, après ce stage, j'étais véritablement déconcerté par à la fois les lieux, on va y revenir, le fait qu'il n'y avait absolument aucune cohérence dans les locaux, tout était cloisonné, des rajouts avaient été faits, vraiment il y avait absolument, c'était véritablement, je me souviens très très bien, nous avions reçu d'ailleurs des conférenciers prestigieux, et à chaque fois c'était vraiment la honte de les recevoir dans un lieu comme ça. Alors, encore deux mots pour repartir en arrière sur le Collège de France. En fait, c'est une institution tout à fait particulière puisqu'elle est unique au monde. Il y en a peu de ce type. Et en réalité, premièrement, comme ça a été dit, au départ, elle a été créée par François Ier, avec, grâce à Guillaume Budet, et qui est Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier. Et puis, pendant très très longtemps, ça a été dit, il n'y avait pas de lieu d'enseignement. Les lieux d'enseignement, c'était dans les salles de séminaires ou de conférences aux alentours, ou dans les collèges médiévaux de Tréguier et de Cambrai, qui se trouvaient sous le Collège de France. Et puis, naturellement, déjà les lecteurs royaux, qui étaient peu nombreux au départ, grecs, arabes, mathématiques, et plus tard, eh bien, disaient qu'il faudrait vraiment un lieu. Et pendant tout un temps, on a pensé construire le Collège de France, vous vous rendez compte, au Quai de Conti, à l'Institut, le lieu de l'Institut en face du Louvre. Et ceci est dans l'histoire du collège à deux reprises. Et finalement, l'histoire a failli se faire parce qu'un dessin de Chastillon qui, en fait, a fait le premier projet du Collège de France et qui n'a qu'une aile qui a été construite par la brosse. Et en fait, nous étions déjà au XVIIe siècle à ce moment-là. Et c'est dans le XVIIIe siècle, avec chagrin, que finalement, on voit apparaître le U, qui est cette cour d'honneur que l'on voit en face du vieux campeur. En montant, je le plan, vous avez déjà. Voilà, je vais vous montrer, c'est ce U qui est ici, voilà. 1773, c'est chacun. Bon. Et après, un certain temps après, il y a une extension qui se fait, c'est par le Tarouilly, et il crée ces deux cours qui sont là, la cour Budet et la cour Le Tarouilly, et puis tout cet ensemble qu'on appelle le bâtiment Chalgrin. D'accord. Ça, c'est le site Marcelin Berthelot, c'est là où le collège a été pendant très 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 longtemps, et les laboratoires sont venus bien plus tard, puisque au début, les laboratoires avaient été construits tout autour, et souvent dans des cabanes qui se trouvaient autour de ce bâtiment, parce qu'on a acquis le terrain progressivement, si vous voulez, qui borde finalement le lycée Louis-Grand, la rue Saint-Jacques, et puis l'impasse Chartière qui est de l'autre côté. Et finalement, c'est Gilbert, nos architectes, les élèves de Perret, qui ont construit ces trois bâtiments, vous voyez, 1929, 1933, 1939. Ils ont commencé par le bâtiment C, qui est finalement un bâtiment, au départ un bâtiment de chimie. La chimie a été une des sciences expérimentales les premières, si vous voulez, enseignées au Collège de France. Et au début, d'ailleurs, dans les premiers, il y avait un amphithéâtre où on enseignait la chimie qui était ici dans cette rue intérieure. Et à côté de l'amphithéâtre, il y avait une petite pièce qui était le laboratoire où on préparait des expériences pour les montrer aux gens qui regardaient les conférences. Et ensuite,
Guilbert a construit le bâtiment D, qui est en réalité, où il y avait deux amphithéâtres superposés l'un sur l'autre. C'est une des caractéristiques dans l'histoire du Collège de France. Quand on a ou construit des amphithéâtres, ou pensé construire des amphithéâtres, on rajoutait en fonction des enseignements qui se développaient, ils étaient dispersés sur le territoire. Ils n'étaient pas concentrés à un endroit, ils étaient dispersés. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une ségrégation des disciplines. Bon. Et ensuite, ici, le dernier bâtiment, 1939, qui est ici, qui a été construit après. Ce qui est étonnant, puisque c'est les mêmes architectes, ils se sont débrouillés pour que les étages de ces bâtiments ne correspondent pas. Ce qui a, naturellement, été l'une des difficultés de la rénovation que vous pouvez imaginer. Donc, et puis, je ne sais pas si vous passez devant le collège, vous verrez quand même que bon, le bâtiment Chalgrin, il est discutable, quand même agréable à regarder, et puis il est équilibré de l'autre côté par la Sorbonne, et de l'autre côté, il y a une masse qui est ce bâtiment C, le bâtiment E, qui vraiment, bon, je sais qu'il faut sauvegarder le patrimoine, mais il écrase finalement ce bâtiment qui a quand même une certaine allure, et surtout la cour, quand on voit la rue, ici, la rue Saint-Jacques, eh bien, quand on regarde en perspective cette cour, c'est assez beau. Bon. Alors, en fait, ce site s'est développé progressivement, et finalement, ce n'est que, à cette époque, on a mis 10 ans pour construire le bâtiment biologique, qui n'a aucun intérêt, qui se trouve derrière 1958, bordé par le lycée Louis Blanc. Je dois dire que pendant la guerre, puisqu'il a été terminé dans les années 58, vous voyez, pendant la guerre, eh bien c'est là que Joliot-Curie et d'autres s'entraînaient à faire des bombes pour lutter contre les Allemands. Donc ce terrain servait d'un terrain, on préparait des explosifs dans les bâtiments qui étaient là, et on s'entraînait à les jeter sur ce terrain qui était là. Donc voilà pour raconter la petite histoire du Collège de France. Il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que finalement, tout a commencé à bouger bien après mon retour des États-Unis. Je suis revenu des États-Unis en 1966, vous voyez, j'ai passé plus de 60 ans au collège, et j'y suis encore. Bon. Et en fait, je suis certainement maintenant le plus ancien, c'est-à-dire j'ai traversé toutes les époques, si vous voulez, 68, tous les événements que vous pouvez imaginer depuis les années 60. Bon. Et deux personnalités ont changé radicalement le collège, et je veux en parler très rapidement. Le premier est un neurophysiologiste qui s'appelle Yves Laporte, qui a commencé à augmenter le nombre de cycles du collège. C'est-à-dire pendant très très longtemps, pendant toutes les années, les siècles, etc., tous les professeurs à chaque fois se plaignaient, les administrateurs, on manque de locaux, on a un public qui est bien de plus en plus grand, on est trop confiné au 5e arrondissement, il faut ouvrir le collège, d'autant plus qu'il doit contribuer à diffuser les connaissances, faire un enseignement libre, l'enseignement doit changer tous les ans, donc c'est des nouvelles disciplines qui doivent émerger, on ne reproduit pas les mêmes disciplines d'une fois à l'autre, etc. Donc à chaque fois, il y avait des projets qui naissaient, etc. Et là, Laporte a réussi à coup de bête deux choses. Premièrement, il a obtenu, et il n'était pas le premier à avoir commencé, une partie des locaux de Polytechnique. D'accord ? Donc on a créé un site qu'on appelle le site Cardinal de Moine, qui est en partie sur les locaux de Polytechnique. Puis deuxièmement, le collège avait bénéficié d'un bâtiment qui se trouve juste en face du Panthéon, rue d'Ulm, pas loin de l'école normale, et qui, à cause d'un architecte d'ailleurs des bâtiments de France, qui avait fait une erreur dans le dernier étage, le bâtiment a été fermé pendant 10 ans. Et il n'a pu être ouvert que grâce à Laporte et un prix Nobel, c'est-à-dire d'Ossay. Et c'est à ce moment-là qu'on a récupéré, si vous voulez, ce site. Donc le collège se trouve avec 3 plus des stations qui avaient été données au fil du temps à des professeurs pour qu'ils puissent poursuivre leurs travaux dans des conditions particulières. C'est comme ça qu'on avait une station à Meudon, qu'on appelle la station Marcelin-Berthelot. Ils faisaient des expériences en apesanteur. On avait une station marine
à Concarneau, et une autre qui a été créée pour Darsonval, qui est le premier physiologiste qui a utilisé des techniques électriques pour faire de la biologie. Voilà, donc, et ce qui se trouve à Nogent. Et au fil des années, personnellement, je trouvais qu'il fallait se concentrer sur les 3 sites dont j'ai parlé, le site U, le site Cardinal Lemoine et le site, bien sûr, Marcelin. Alors, ceci étant dit, nous avons vu très rapidement l'histoire du collège, l'histoire de la progression de la construction de ces bâtiments, l'étendue des sites du Collège de France, ces stations qui, pendant un certain temps, ont été utilisées par certains professeurs, mais un manque de cohérence générale. Et un maître d'œuvre, M. Laporte, qui a introduit la démocratie au collège, qui était quand même très important, et d'autre part la convivialité, quelque chose aussi qui est vraiment crucial pour la vie en société, et à qui l'on doit vraiment, disons, au départ, cette volonté de rénover le Collège de France. Mais il n'a jamais pu arriver, parce qu'il n'arrivait pas à convaincre ses collègues, à créer une atmosphère qui crée de la cohérence dans la distribution des fonctions dans ces différents locaux. Et puis, Laporte, qui prévoyait beaucoup de choses, c'était un homme vraiment très très rigoureux. Il souhaitait créer une équipe. Normalement, ce n'est pas l'administrateur qui désigne l'administrateur suivant, mais il peut influer pour favoriser, disons, la nomination d'un collègue parmi les collègues, parmi les professeurs, qui sera l'administrateur. Et il a choisi de nommer un arabisant, André Miquel, et qui, en fait, se trouvait l'administrateur du Collège de France. Moi, j'étais nommé à ce moment-là vice-président de l'Assemblée. Et le 3e larron, si l'on peut dire, c'était Marc Fumaroli. Et Marc Fumaroli, que l'on connaît pour ses travaux sur la rhétorique, était quelqu'un qui était assez visionnaire. D'ailleurs, il avait enseigné aux États-Unis aussi. Et ça a commencé comme ça. Notre première réunion, comme j'étais déjà très attiré par l'architecture, j'avais rencontré dans les questions, etc., discuté, un certain nombre d'architectes. J'avais fait un projet, tout seul dans mon coin pendant les vacances. Et ce projet, je t'ai dit, bon voilà, il faut quand même rénover cette maison, je veux déjà lancer quelques idées. La première idée c'était de concentrer tout l'enseignement et les conférences, faire un véritable centre de conférence, c'est-à-dire un lieu prestigieux, c'est-à-dire dans les 3 cours, au sous-sol. Voilà. Je ne voulais pas modifier l'architecture extérieure, je savais que c'était impossible, c'était peut-être pas souhaitable, quoique pour ce bâtiment, ceci est discutable. Et puis, donc il fallait descendre en profondeur, et modifier l'intérieur, trouver de la lumière, la cohérence. Et je présente un projet à mes collègues où j'avais redistribué les fonctions, etc. Et c'était de l'ordre de, il faut quand même donner des idées, de 350 millions de francs à l'époque. Et il m'écoute, et puis je me disais comme ça n'aboutira jamais. Et 3 semaines après, Miquel revient, et il avait rencontré Biasini. Miquel avait été le directeur de la Bibliothèque nationale, et il avait rencontré Biasini, qui était l'homme des grands travaux de Mitterrand. Et il me dit, eh bien, ça y est, on va pouvoir rénover le Collège de France dans le cadre de la mission des grands travaux de François Mitterrand, le président de la République. Mais Lang, qui était le ministre de la Culture, ne peut donner que 100 millions de francs, c'est-à-dire une somme qui ne correspond absolument pas au financement de toute cette opération. Donc, Biasini me dit, bon, il faut démarrer, et puis vous verrez bien. Et puis il dit, de toute façon, si c'est vous qui êtes chargé de cette opération, ce sera une course d'obstacles, et les ennuis commencent. Il n'avait pas tort. Bon. Donc, André Miquel considère que, il me dit, ben, je vais te proposer pour être le responsable de ces travaux. Et finalement, les collègues ont tous voté, et je me vois parti pour un certain nombre d'années. Alors, on avait la grande chance de bénéficier de la mission des grands travaux, qui a été chargée de la rénovation de lieux prestigieux de Paris, que vous connaissez bien, et qui fait un travail remarquable.
toujours avec beaucoup de rigueur. Bon, j'ai été visiter par exemple la bibliothèque Labrousse, qui est magnifique, et bien, qui est rénovée par la mission des grands travaux. Et donc, c'était une garantie de rigueur et, disons, de compétence. Là, on fait un concours international, et je suis dans le jury, et mon souci, c'était sauvegarder l'apparence générale du bâtiment. Et que finalement, la surprise vienne quand on pénètre dans le bâtiment, et non pas forcément par, si vous voulez, des ajouts contemporains qui ne perdurent pas. Bon. Donc, il y a plusieurs architectes qui ont concouru. Je ne vous dis pas quels sont ceux qui ont perdu, mais je vous parle de ceux qui ont gagné. Et Bernard Huet et Jean-Michel Wilmotte. Alors, Bernard Huet était un professeur d'architecture, très respectueux du patrimoine, très sensible, si vous voulez, à l'histoire des bâtiments. Et Jean-Michel Wilmotte, à l'époque, c'était surtout quelqu'un qui était un architecte, si vous voulez, il avait déjà, il était intervenu dans le Louvre, il avait déjà pas mal d'opérations à son actif, mais il n'avait pas cette sensibilité tout à fait particulière qu'avait Bernard Huet. Et puis, au milieu de tout ça, il y avait un chef de projet jeune, Patrick Roger, qui restait un ami, et avec lequel je fais des projets encore en ce moment. Donc, vous voyez, c'est une histoire assez intéressante. Et il présente finalement un projet qui me plaît et qui plaît, disons, au jury. En tout cas, j'essaie de les convaincre, en tout cas pour arriver à ce projet. Et finalement, il gagne l'ensemble du projet qui devait se faire en 3 ou 4 phases. Et ils partent et ils font la première phase. Alors la première phase, c'est effectivement de rénover tout le rez-de-chaussée et le sous-sol de ce bâtiment-là. Et l'opération de la cour d'honneur est étonnante, puisque finalement, il y a 8 mois de fouilles archéologiques. On découvre les vieux collèges de Cambrai et de Tréguier. On fait des fouilles archéologiques, et c'est Goudineau, professeur au Collège de France, qui est chargé de l'histoire de ces fouilles. Il y a un document qui a été écrit. On trouve des tas de poteries, des tas d'objets. Bon, ben voilà, on voit très très bien les fouilles pendant 8 mois. Et on creuse, 22 mètres. Et finalement, on crée 2 étages en sous-sol. D'accord? L'amphithéâtre a à peu près 10 mètres de haut, la hauteur de ce plafond. Je vous suggère d'aller, ceux qui ne connaissent pas le Collège de France, je crois que certains le connaissent, la salle est assez magnifique, il y a une acoustique extraordinaire. Et ce qui est formidable, c'est que vous voyez ces colonnes qui sont à l'intérieur de l'amphithéâtre, eh bien, elles continuent la structure du bâtiment extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une continuité entre les ouvertures et ce qui fait qu'inconsciemment, on sent une unité, une homogénéité dans la conception de ce bâtiment. Et ça c'est très très beau. Donc en réalité, quand on revoit le plan, voilà, il y a le plan, voilà. Ça, ici, sur cette cour, on fait le grand amphithéâtre, on appelle amphithéâtre Marguerite de Navarre. Sous cette cour, on crée un foyer, et sous cette cour, on crée un autre amphithéâtre. Et en fait, quand on sort de cet amphithéâtre, on passe sous ce bâtiment, et pour pouvoir, moi je voulais beaucoup de transparence, je voulais pas de photos. Donc, ils ont soulevé ce bâtiment-là, toute cette tête sur des vérins, d'accord? Et on a posé finalement le bâtiment sur des poutres qui ont été avec des fondations dans le sol. Et ça a été un travail merveilleux. Et finalement, quand vous descendez, vous avez l'impression que ça a toujours été comme ça. Et naturellement, on a percé un petit peu la cour pour que la lumière descende. Donc vous avez un éclairage, si vous voulez, naturel qui peut inonder le foyer. Et à partir du foyer, vous avez une distribution. La seule chose qui était ancienne, c'est cette allée qui est ici, qui était l'allée simplement, où il y avait des caves, et que l'on a gardée, qui est voûtée, qui est très belle. Et il y a, pas aussi belle que les salles qui sont en bas, mais vous avez 6 salles voûtées qui se trouvent ici, dans cette extrémité ici, que l'on a conservées et qui sont utilisées pour faire des salons. Donc, on peut dire que la beauté de ce travail architectural,
c'est simplement 2 étages qui font beaucoup de transparence. Je vous invite à venir au collège, descend par 2 escaliers, alors que Tarouilly et Chagrin, le Tarouilly disait qu'il avait eu beaucoup de mal à construire le bâtiment, puisque en fait rien n'est perpendiculaire. Donc quand on a construit les 2 escaliers qui descendent en bas, ça a été un travail de titan pour les architectes. Voilà l'histoire, et ça a été inauguré en 1998, c'est-à-dire par M. Chirac, qui était président de la République. Alors là, il y a une anecdote extraordinaire, et je ne peux pas empêcher de vous la raconter, parce que M. Chirac était là, un ministre, mais je vais dire quand même son nom, si bien quelqu'un ne le connaît pas dans la salle, je suis désolé, il s'agit d'Allègre, un de mes collègues, qui, Madame Trottmann était là, c'était la ministre de la Culture, et M. Chirac, le président, marchait le premier. Moi, j'étais un petit peu... M. Dagron était l'administrateur, j'étais un peu en retrait, et d'un seul coup, je vois Mme Trottmann qui vacille. En fait, c'était un de ces talons qui s'était pris dans une rainure des pavés du roi qui se trouvait. Alors, je me précipite pour empêcher que ne tombe, et puis Alex se retourne vers moi, il dit « L'eau, vous connaissez bien », il me dit « C'est insupportable ces pavés, tu vas retirer ces pavés, je te donne tant d'argent, tu vas mettre du goudron. » Je savais, j'avais prévu votre indignation, et en fait, alors je lui dis, écoute, il n'en est pas question, et tu te fiches de moi, et c'est scandaleux de dire des choses pareilles, alors tu peux insister, te donner tout l'argent que tu veux, je ne le ferai pas. Et pour vous raconter cette histoire de pavés, c'est que ces pavés avaient été retirés un à un, gardés à Meudon pendant tous les travaux, coupés sur la tranche, parce que c'était trop lourd pour supporter, pour pouvoir, si vous voulez, être sur la toiture de l'amphithéâtre. Et en fait, bien sûr, on n'a jamais remplacé ces pavés par du goudron. Et Allègre, je ne suis pas resté ami pendant très longtemps avec lui, comme vous l'imaginez. Bon voilà, ça a été une des histoires, mais j'en ai d'autres, j'en ai plein, parce qu'au cours de 3 ans, comme ça, les histoires s'accumulent. Donc, la première histoire arrive, c'est que les architectes sont surpris. Je vais pour aller négocier la seconde phase de ces travaux, qui devait comprendre, si j'ai le plan, si vous voulez, de construire une bibliothèque générale sous cette aile qui est ici, pour qu'elle soit la bibliothèque générale en face du lieu d'enseignement, du centre de congrès, c'est-à-dire la bibliothèque générale, où se trouvent les archives administratives et scientifiques du Collège de France, que vous pouvez y aller. Et si vous voulez, c'est un lieu assez intéressant, dont il doit tout construire, y compris les laboratoires qui sont autour. Et en fait, j'avais bien sûr fait une programmation au départ avec un groupe, une dizaine de personnes, et cette programmation avait été écrite. J'ai gardé en mémoire un document qui est la somme de toute la description de toutes les pièces les unes après les autres de tout cet ensemble, que j'avais fourni ensuite à les programmistes qui avaient travaillé avec la mission des grands travaux, et c'est comme ça que, et la première chose qu'on voulait, c'était regrouper tous les amphithéâtres et les lieux d'enseignement ici. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Et pour que le public ne se disperse pas dans les laboratoires et que l'on évite finalement, et je ne pensais pas au terrorisme que l'on a maintenant. Et maintenant, heureusement que finalement on a fait ça, parce que sans ça, il y a effectivement des problèmes de sécurité importants qui se posent dans les laboratoires. Ça, c'était la première chose que l'on voulait. C'était la première chose que l'on voulait, c'est-à-dire avoir un lieu d'enseignement. La deuxième chose que l'on souhaitait dans cette programmation, c'est de regrouper toutes les bibliothèques du Collège de France. Il y en a une vingtaine, prestigieuses. Elles vont d'Asie, du Japon, si vous voulez, des histoires des religions, des études sémitiques, l'égyptologie, Champollion, la syriologie, etc. Elles se trouvent maintenant sur le site Cardinal Lemoine, et on est en train de refaire ce bâtiment qui va s'appeler l'Institut des civilisations. Bon. Mais la seconde idée, c'était également de regrouper tous
tous les laboratoires dans un seul lieu pour éviter les problèmes, là encore, de dispersion, favoriser la multidisciplinarité entre les disciplines, et troisièmement, pour favoriser en quelque sorte les économies, pour pouvoir avoir des équipements communs et que regrouper les biologistes, les physiciens et les chimistes dans un seul endroit. Donc finalement, on a décidé de regrouper, ils étaient dispersés dans les sites, sur le site Ulm ou sur le site Cardinal Lemoine. On les a tous remis ici, c'était la deuxième volonté. Et la troisième volonté, c'était de dire, on va regrouper les disciplines par parenté, par exemple, dans ce bâtiment, dans les étages supérieurs qui sont ici. Dans cette partie-là, c'est l'administration de tout ce qui est la salle d'assemblée des professeurs, le bureau de l'administrateur, et puis toutes les chaires qui voulaient, comme la philosophie, la littérature, l'art, ou même l'archéologie, et ainsi de suite. Et puis mettre tout ce qui est mathématique, le droit, la sociologie, sur le site de la revue, parce qu'il y a l'économie, il y a des liens entre le droit, l'économie, les mathématiques, et puis ces disciplines, et regrouper toutes les bibliothèques spécialisées, les chaires correspondantes, y compris la chaire de Claude Lévi-Strauss, sur le site Cardinal Lemoine. Donc voilà l'idée générale du projet. Et bien sûr, il fallait que l'on ait un lieu où toute la logistique se fait par cette cour qui est ici. Et finalement, les architectes étaient prêts à commencer à travailler, utiliser, creuser dans les sous-sols, parce que naturellement, c'était toujours la seule façon de pouvoir progresser. Et là, on nous dit que, eh bien, il faut changer d'architecte. On n'a jamais compris pourquoi, et on est reparti vers 2 ans. On part, on fait un concours d'architecture. Heureusement, il n'y a pas eu un procès, et Berlarouet et Villemotte ont accepté. Et on refait un second concours d'architecture, et c'est donc un second architecte, Jacques Ferrier, qui gagne ce concours pour pouvoir, si vous voulez, faire la bibliothèque ici et réaménager tous ces laboratoires. Alors en réalité, celui-ci a été réaménagé progressivement, par étapes successives, et finalement pour pouvoir réussir toute cette opération et pour pouvoir anticiper en quelque sorte les financements, eh bien, j'ai utilisé une partie de l'argent du Collège de France qui avait des donations qui étaient là depuis des années. Et avant la crise financière, j'ai fait vendre une partie des biens du Collège pour amorcer les phases successives des travaux. Et nous avons pu comme ça réaliser une phase interne que nous avons payée nous-mêmes, qui a consisté à rénover tous les étages supérieurs de ce bâtiment, plus donc toutes les chaires, l'administration, toutes les chaires littéraires, etc. Les bureaux ont été refaits, et tout ça transparent. Un jour, si vous voulez, je pourrais même organiser une visite, si ça vous intéresse. Et en fait, pendant ce temps-là, Ferrier travaillait sur les plans de la suite. Et pour m'assurer qu'il y ait une cohérence architecturale dans l'ensemble, c'est-à-dire une image, quand vous rentrez dans le Collège de France, le matériau qui est utilisé, les couleurs qui sont utilisées sont homogènes et vous trouvez, quel que soit le site, cette cohérence. Et c'est ça qui fait que finalement il y a une image qui apparaît inconsciemment dans la mémoire, de quelque sorte. Vous rentrez et vous reconnaissez, tiens, il y a quelque chose, le bois, le chêne est toujours le même, clair, les sols sont en pierre blanche ou zone grège, et puis vous retrouvez les sièges bleus, et ainsi de suite. Vous avez une unité, et si vous voulez, cette unité est quelque chose. Bon, alors, malheureusement, si vous voulez, il y a de nouveaux architectes qui sont arrivés, les nouvelles responsables du Collège de France. Les gens ont beaucoup moins souci de cette cohérence qui fait l'histoire d'un patrimoine et qui finalement persiste, comme vous allez à Oxford, à Cambridge, et bien la personne à l'esprit de tout foutre en l'air, et puis voilà. Donc, Ferrier a fait un travail assez remarquable, et je lui ai demandé d'accepter de prendre des architectes qui avaient travaillé avec Jean-Michel Villemotte. Il a accepté, ce qui m'a assuré, si vous voulez, d'une cohérence et d'un suivi d'architecture. Et l'idée, c'était de trouver une unité entre ces 3 bâtiments, et finalement, de dire, on va mettre tous les équipements ou les animaleries dans les sous-sols, tout bien sûr, les chercheurs
seront à la lumière. Et dans les étages supérieurs, alors dans ce bâtiment qui est ici surtout, on a créé 3 étages pour la physique, 2 étages pour la chimie, et le dernier étage, autour d'un patio, eh bien, est un centre international où se trouvent les bureaux entourés d'une terrasse périphérique. Vous avez une vue sur tout Paris extraordinaire, et qui est là où on accueille tous les professeurs étrangers, les chercheurs étrangers. Là voilà, voici la terrasse que l'on voit de la cafétéria, avec un patio intérieur, et vous voyez la vue sur tout Paris, et entouré, ça ce sont les espaces techniques, et tous les gens peuvent sortir de la cafétéria, qui se trouve au dernier étage, complètement, et on peut aller sur cette terrasse qui est magnifique, et on a une vue sur tout Paris. Et il y a au-dessus de la cafétéria une mezzanine, qui est encore plus élevée, on voit le Panthéon d'un côté, on voit Saint-Sulpice, on voit tout. Bon, c'est assez étonnant quand même. Donc, il réussit la deuxième phase, il crée la bibliothèque générale sur 2 étages en sous-sol, avec une allée musée que l'on peut voir sur le plan. Voilà. C'est-à-dire que quand vous sortez d'ici, en dessous, il y a en souterrain, vous avez une allée musée qui rejoint ce bâtiment. Ce bâtiment est prestigieux, ça s'appelle la Rotonde, parce qu'il a été dessiné par Guilbert au départ, et il y a la représentation, si vous voulez, de tous les grands savants qui ont travaillé dans ces lieux. Joliot-Curie, ainsi de suite, Marcellin Berthelot, etc. Et finalement, cette opération s'est terminée en 2013, après vraiment plusieurs périodes. Alors, deuxième anecdote que je vais vous raconter quand même, c'est là où j'ai eu un problème avec le patrimoine, avec les architectes du bâtiment en France. L'architecte Perrier pensait, vous allez me donner votre avis là-dessus, quand vous allez voir ce bâtiment, quand vous partez du Vieux-Campeur, dans la rue des Écoles, vous voyez en panne, vous voyez ce... Voilà. Alors il y a ces carreaux qui sont là, c'est une faïence marron, brune, qui est, paraît-il, c'est représentatif de cette époque, de Perret, un élève de Perret. Mais ce n'était pas le béton de Perret, c'était pas super. Et l'ennui, c'est que ce bâtiment, alors ce bâtiment est très beau, parce que c'est là où il y avait 2 amphithéâtres, il n'a pas de parenté avec celui-ci, très peu, et celui-ci est très lourd, et il écrase le bâtiment chacun. Alors, Ferrier, on le voit bien d'ailleurs, vous voyez, on voit bien une reconstruction, et Ferrier avait proposé de recouvrir, si vous voulez, les murs du dernier étage de plaques de zinc, ou bien, si vous voulez, d'ardoise, pour pouvoir avoir un pendant avec la Sorbonne. Et que finalement, le bâtiment chagrin émerge comme un écrin au milieu de cette symétrie de bâtiment, la toiture de la Sorbonne d'un côté et la toiture de ce bâtiment qui est là. Finalement, l'architecte des bâtiments de France n'a pas voulu. Ils auraient voulu imposer que l'on reconstruise les menuiseries, les huisseries, les fenêtres en bois, comme elles étaient à l'époque. Je leur ai dit quand même, c'est l'argent de l'État, c'est pas possible. Et deuxièmement, ce ne sera jamais hermétique. La physique maintenant, la chimie, la biologie nécessitent quand même un certain nombre de problèmes de climatisation. Il n'en est pas question. Et puis je me dis, peut-être que le patrimoine architectural, je suis aussi sensible que vous, mais je n'ai pas mes compétences, mais vous n'avez peut-être pas mes compétences de patrimoine scientifique. Et je lui ai envoyé un livret d'une dizaine de pages où j'ai décrit toutes les grandes découvertes qui ont été faites dans ces bâtiments. Et je peux vous les dire, la première pile atomique a été faite dans ce bâtiment, les isotopes radioactifs ont été découverts dans ce bâtiment, ainsi de suite. Et finalement, il a été très compréhensif, mais il n'a pas voulu que je touche à l'extérieur, sauf qu'il a accepté que je puisse remplir l'intérieur, qui était une cour, qui était affreuse, parce que finalement, on tournait sans arrêt dans le bâtiment. Et on a pu, on a fait un accord, et ça s'est très bien terminé. D'ailleurs, il y avait la commission du Vieux-Paris qui était là, ici, je me souviens de cette réunion, et voilà. Donc, finalement, la dernière phase a eu lieu, et après 23 ans, et environ 170 millions d'euros, pour l'ensemble des 55 000 m² qui ont été refaits au Collège de France, puisqu'il n'y a pas que ce bâtiment qui est ce site, car le site a été refait complètement.
la station de Meudon, qui ne servait pas à grand-chose, elle était transformée, on l'a transformée en si vous voulez, un hall, ou aussi plutôt un lieu d'accueil pour les chercheurs étrangers, une résidence, où il y a 56 studios, et qu'on partage avec l'observatoire qui se trouve de l'autre côté à Meudon. Voilà, donc c'est une très belle histoire. Alors, j'ai été aidé pendant toutes ces réflexions par mon propre travail sur le cerveau. Disons, dans le laboratoire, et il y a une représentante de ce laboratoire, Monique Safra, qui est ici d'ailleurs, que j'ai eu la surprise de rencontrer ce soir maintenant, et au fil des découvertes, puisqu'on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de commencer la recherche sur le cerveau, quand on ne connaissait absolument aucun médiateur chimique du cerveau. Et en fait, on allait de découverte en découverte. Et au fur et à mesure que, ça je ne vais pas faire une conférence sur le cerveau, mais finalement, pour comprendre ce que l'on faisait, ou l'expliquer, et pour suggérer de nouvelles expériences, en fonction de ce qui se faisait dans le laboratoire, aidé par mes collègues, j'avais fait un modèle simplifié de l'organisation fonctionnelle du cerveau. Je vais essayer de vous le dire en 2 minutes, c'est très simple. Et ce modèle est le suivant. La plus grande partie des neurones constitue des milliards de neurones, qui sont entourés de cellules qu'on appelle les cellules gliales, qui ont encore un nombre de synapses de contact entre eux qui est encore beaucoup plus grand que les milliards dont je parlais, constitue un réseau que j'ai appelé le réseau exécutif. Et ils sont essentiellement constitués de 2 types de neurones, dont les médiateurs chimiques, c'est-à-dire les molécules qui sont libérées à partir des terminaisons nerveuses et qui vont agir sur des récepteurs. C'est-à-dire que c'est comme une clé qui va rentrer dans une serrure et ouvrir la serrure, d'accord, eh bien, sont un acide aminé, vous savez qu'on a 22 acides aminés, qui sont les briques élémentaires de la constitution de votre organisme, en quelque sorte. Eh bien, en fait, l'un de ces médiateurs est le glutamate. Très difficile de travailler avec le glutamate puisqu'il est dans toutes les cellules. Et quand il est transformé en une étape enzymatique, il va devenir un médiateur qui est le GABA. Eh bien, la plus grande partie de vos neurones sont constitués, des neurones qui sont riches en glutamate et en GABA. Et ça a été découvert dans les années 66, il n'y a pas si longtemps. Comment? Eh bien, par 2 amis qui travaillaient sur, disons, le homard, la langouste, et, du côté de Boston. Et en fait, ils s'intéressaient aux muscles qui ferment la pince du homard et les nerfs qui commandent la contraction du muscle, ou au contraire l'extension du muscle, la fermeture de la pince, l'ouverture de la pince. Et la fermeture, c'est des neurones excitateurs qui contiennent le glutamate, et l'ouverture, c'est des neurones inhibiteurs qui contiennent du GABA. Et on avait trouvé les 2 médiateurs principaux du cerveau. Et ils avaient trouvé. Et puis, ça ce réseau, il est constitué d'ensembles de neurones qui sont impliqués, chacun de ces ensembles, dans l'exécution de fonctions, des plus simples aux plus complexes. Ça peut être, si vous voulez, la marche, ça peut être prendre un verre, ça peut être parler, ça peut être sourire, ça peut être des tas de fonctions. Ce sont des ensembles de neurones. Et maintenant, par les imageries cérébrales, on peut mettre en évidence ces ensembles neuronaux sollicités dans l'exécution de certaines fonctions. Par-dessus ce réseau extraordinaire, qui est constitué de neurones dans lequel la vitesse de connexion est très rapide, vous avez un réseau régulateur. Et ce réseau régulateur, il est constitué de systèmes de neurones bien moins nombreux, très divergents. La vitesse de connexion est beaucoup plus lente. Ils innervent différentes parties de même structure cérébrale, et puis, ou parfois même toute une structure cérébrale comme le cortex. Et ces neurones sont régulateurs, c'est-à-dire qu'ils modifient les capacités opérationnelles des ensembles neuronaux du système exécutif. Et pour essayer de vous le représenter, c'est-à-dire ils sont permissifs ou restrictifs, c'est-à-dire ils amplifient certaines réponses, surtout en fonction de l'habitude et de la mémoire, ou au contraire ils les répriment. Et donc,
ce sont des grands régulateurs. Pour vous donner un exemple, la destruction de certains systèmes, eh bien, c'est par exemple la maladie de Parkinson, vous avez entendu parler. La destruction d'un autre système, le système cholinergique, c'est la maladie d'Alzheimer. Bon. Et vous avez d'autres systèmes qui sont plus divergents encore, vous voyez aucune modification, mais le système nerveux est très fragilisé. Et en fait, les premiers systèmes de neurones qui ont été trouvés dans le cerveau, ce sont ces fameux systèmes monoaminergiques sur lesquels j'ai travaillé. J'ai été l'un des premiers à travailler sur la dopamine. Dans les années 60, j'ai synthétisé la première dopamine radioactive pour étudier le métabolisme de ce médiateur dans le cerveau. Et donc, ces systèmes régulateurs, je peux vous le dire en 2 minutes, chacun d'entre vous peut être très actif le matin ou au contraire le soir, et vous avez des variations, disons, de vos habitudes, et ceci, c'est votre système régulateur. Il y a des gens qui sont toujours souriants, d'autres qui ne le sont pas, et ainsi de suite. Ces différences sont liées à des processus de régulation. Donc, j'ai appelé ça le système régulateur. Et puis le troisième, c'est un système énergétique. Pour fonctionner, le cerveau consomme énormément de glucose, d'énergie. Et l'énergie, elle est apportée par le glucose qui vient du sang. Et le sang apporte aux cellules gliales du glucose qui va être transformé et ceci va aller dans les neurones. D'accord ? Et inversement, en fonction de leur activité, les neurones déchargent des ions qui vont repasser dans les cellules gliales et être éliminés dans la circulation. Donc, ces cellules gliales jouent un rôle extraordinaire et j'ai appelé ça le système énergétique, on a appelé ça le système énergétique. Alors, comment transposer un système comme ça, simple, fonctionnel, avec des réseaux qui parlent entre eux, puisque les cellules gliales ont plein de récepteurs. Pour un même médiateur, vous avez plusieurs types de récepteurs, ça c'est un autre problème. Et comment utiliser ce concept ou ces concepts dans l'architecture ou dans l'urbanisme. Alors c'est pas très difficile. Quand vous avez un bâtiment, un ensemble de bâtiments, vous avez des fonctions. D'accord ? Et le plus simple, représentez-vous Paris. D'accord ? Et toutes les villes, vous avez dans votre tête une image où se trouvent les fonctions administratives de la ville. C'est des ensembles fonctionnels où est l'administration. Si je vous dis où sont les zones commerçantes, tout de suite vous voyez où elles sont dans votre note. Donc vous avez là la distribution d'un système, d'un ensemble fonctionnel qui est le printemps, le BHV, et ainsi de suite. Et puis maintenant je vous dis où sont les autres centres culturels. Alors vous voyez le Louvre, vous voyez... Et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est l'assemblage de différentes fonctions qui crée cette ville extraordinaire qui est Paris, et la même chose à Londres, sauf que c'est organisé un petit peu de façon différente. Mais il y a certaines analogies dans l'organisation des villes. Donc, une ville, il y a des artères importantes, des voies de circulation, et c'est comme les grands systèmes neuronaux, les voies nerveuses, d'accord ? Et puis, vous avez dans chacun des arrondissements des petites ruelles comme celle-ci, des rues, elle est très importante, excusez-moi, et en fait, des circuits locaux. Et dans le cerveau, ça fait de la même façon. Donc, ça c'est comment fonctionne la vie. C'est ce que j'appelle le système exécutif. Et pour le Collège de France, les fonctions, c'était, comme je vous l'ai dit, l'enseignement, les conférences, les réceptions. C'était ensuite les bibliothèques. Troisièmement, l'administration, les centres administratifs de l'institution, les chaires qui sont regroupés par de familles et parentés pour qu'il y ait des interactions, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est déjà d'imaginer comment ça va fonctionner et comment ça va évoluer dans le temps. Donc, le cerveau a cette capacité, c'est la stratégie et l'anticipation. Et mon problème, c'était d'imaginer comment cette discipline allait évoluer pour créer des dispositions, des localisations qui ne seraient pas pérennes, mais avec une certaine plasticité et une possibilité d'évolution. Bon, ça c'était donc... Ceci me permettait d'expliquer aux architectes ce que je souhaitais, ce qu'on souhaitait, et deuxièmement de mieux expliquer, si vous voulez même, la finalité générale des fonctions. Et quand je fais des projets maintenant sur des lieux même de Paris,
qu'on restaure et qu'on rénove, eh bien, on pratique de la même façon. Donc, il fallait imaginer comment finalement tout ça peut bouger dans le temps, d'accord, et être toujours fonctionnel. Les systèmes de régulation, le système régulateur pour l'architecture, c'était très simple, c'est le choix des matériaux, le choix des couleurs. Rien n'est pire que d'avoir un mélange de couleurs hétéroclites qui fait qu'il fatigue terriblement. Deuxièmement, vous vous fatiguez dans le temps et vous avez besoin d'un fond reposant. De temps en temps émergent des livres, etc., des tableaux qui finalement peuvent changer. Mais vous avez besoin d'une cohérence de couleurs et de tonalité et de lumière. La lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et finalement, ça, c'est un principe de régulation. Dans une ville, si elle est éclairée, toute la ville change. Si elle n'est pas éclairée, vous avez peur, c'est l'agressivité. Vous avez une sensation d'inconfort continuel. Donc, dans la régulation dans une ville, c'est aussi le transport, c'est aussi tous les clignotants qui sont réglés, d'accord. Et le système exécutif dans un bâtiment, eh bien, c'est tout, si vous voulez, ce qui est de plus en plus important, c'est l'arrivée des fluides, comment les déchets s'en vont, et surtout quand vous avez des laboratoires de chimie et de physique très très sophistiqués, tout ceci doit être pensé, et la maintenance doit être assurée. Malheureusement, dans tout ce qu'on fait en ce moment, on ne pense jamais à la maintenance, et en fait, les gens sont si peu sensibles à ça, ils construisent et puis après ils s'en foutent. En réalité, c'est pas ça. Un bâtiment, c'est 5% de l'investissement de départ, d'entretien tous les ans pour qu'il soit adapté, etc. Et la sauvegarde du patrimoine, c'est l'adaptation sans heurter les choses, c'est des modulations, c'est pas quelque chose qui est pérenne définitivement, c'est quelque chose qui s'adapte et le collège est toujours adapté et dans son architecture a évolué. Donc en réalité, quand vous pensez au patrimoine, ce n'est pas forcément garder impérativement ce qui existe, c'est l'adapter sans le dénaturer. Donc et ça m'amuserait d'en parler avec vous parce que je suis très sensible, très attaché à ce genre de problème. Alors, et le système énergétique, donc je le dis, c'est les courants forts et les courants faibles, c'est des fluides, c'est des tas de choses comme ça. Et maintenant, dans les villes connectées avec des capteurs partout, eh bien, ce problème du réseau énergétique est fondamental. Et là, dans le collège, eh bien, aussi, on a réfléchi que tout ça allait évoluer. Donc, il y a des passages qui sont prévus, anticipés, pour qu'effectivement, on puisse modifier, s'adapter à l'évolution des technologies et finalement des besoins. Alors, j'ai presque fini. Ce modèle m'a aidé de façon inattendue, c'est dans le livre d'ailleurs. J'ai été désigné par Mme Pécresse quand elle a fait le plan campus des universités, dans le jury, qui accordait les plans campus au groupe d'universités dans le pays. Et puis à un moment donné, et malheureusement ça recommence, il y avait un problème à Saclay. Les polytechniciens ne s'entendaient pas avec les universités, il y avait ces différences sociales que vous connaissez, les grandes écoles d'un côté, l'université de l'autre, etc. Et il y avait des conflits. Donc, elle ne s'entendait pas avec un homme qui a joué pourtant un rôle important, mais qui n'était pas commode, c'est M. Blanc, qui a fait tout le métro périphérique que vous connaissez là. D'accord. Et j'étais nommé chargé de mission par Mme Pécresse pour essayer de trouver un terrain d'entente dans tous les acteurs qui se trouvent à Saclay. Et M. Blanc a nommé un polytechnicien qui est un ingénieur de travaux publics, qui est procureur de Boisserain, et tous les deux, on a monté toute une opération pour essayer de convaincre tout le monde de faire un projet qui puisse être financé, puisque le projet, c'était pas rien. Saclay, c'est 4 milliards d'euros. Et naturellement, ils s'engueulent maintenant, après 10 ans, ils sont en train il y a des conflits de nouveau. Mais on a utilisé pour la négociation et pour la participation de tous les acteurs, qui étaient le CNRS, le CEA, qui étaient Polytechnique, Centrale, Submelec, Cachan, j'en passe, les meilleurs, HEC, l'Université de Versailles, etc. Eh bien, une technique qui était basée sur les 3 réseaux. Et on a constitué des groupes de réflexion. D'un côté, les gens qui s'occupaient des fonctions, c'est-à-dire toutes les disciplines,
d'accord, comment les gens voyaient la répartition de ces disciplines sur le territoire de Saclay. Il y avait non seulement des chercheurs du public, mais il y avait également des entreprises, des acteurs différents. Ensuite, les régulateurs, eh bien évidemment, c'est tous les maires, tous les politiques qui se trouvent tout autour, c'est les financiers, c'est des tas de gens, c'est-à-dire les associations qui jouent un rôle important. Hein, les agriculteurs à Saclay, il y a 9 agriculteurs qui se trouvent et qui défendent leur territoire, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a des amis de la vallée de la Bièvre qui défendent finalement, que vous connaissez mieux que moi, et ainsi de suite. Donc, plus les représentants des étudiants, les représentants des enseignants, et ainsi de suite. Et le système énergétique, c'était tous les gens qui construisent. Alors c'est très intéressant parce que Saclay, c'est également un terrain très argileux, très difficile, puisque c'était là que l'eau s'écoulait pour aller fournir l'eau des jets d'eau de Versailles. Et en fait, vous pouvez utiliser les bois, il y a des bois, il y a des tas de choses. Donc en réalité, énormément de projets ont été perdus de Saclay, et là, il y avait des gens qui s'occupaient des transports, le fameux problème des transports de cette région, et ainsi de suite. Et c'est en créant des cercles de réflexion comme ça, basés sur l'organisation fonctionnelle du cerveau, ça a marché, et les gens, en cercles successifs, ont fait, si vous voulez, une réflexion globale. 300-400 personnes ont travaillé ensemble pour créer ce projet. Et c'est comme ça que finalement, le projet de Saclay s'est élaboré. Mais là encore, le vrai problème, c'est toujours un problème d'hommes ou de femmes, c'est un problème de gouvernance. Et ils ont trouvé le moyen de... Moi, au début, je voulais aller très très vite. Je voulais construire, si vous voulez, des cafétérias pour tout le monde. Et non pas la cafétéria de Polytechnique ou la cafétéria ou le learning center de l'école de Supélec. Parce que pour qu'il y ait des interactions entre les gens, il faut créer des lieux communs. Et il y a quelque chose, si vous connaissez la Villette, vous connaissez les folies de la Villette, c'est magnifique ce truc de Tchoumi qui a été fait, ces espèces de bâtiments rouges où vous avez des activités, où il y a les enfants, les crèches, etc. Et là, comme à Saclay, vous avez le cyclotron Soleil qui est un équipement remarquable. Moi, je voulais faire des lieux comme ça de rencontres et à chaque fois des événements pour les gens qui permettent de se reconnaître et deuxièmement de créer une identité. Parce que le patrimoine, c'est l'identité. Donc, en fait, bon, ça ne s'est pas fait exactement comme ça. Il se bagarre un petit peu, mais pour l'intérêt du pays, je pense que j'ai vu l'ancien président de la Fondation de Saclay, et j'espère qu'il y aura des négociations qui pourront reprendre. Ce que je voulais dire pour terminer, c'est que pour nous, les travaux de la rénovation du Collège de France, c'était une grande chance. Pour moi, c'était un apprentissage considérable, surtout, si vous voulez, d'être confronté à des problèmes humains complètement différents, rencontrer les architectes, rencontrer les ouvriers, rencontrer les entreprises, rencontrer bien sûr les administratifs avec tous les problèmes que ça peut, les problèmes d'argent que vous pouvez imaginer, les négociations. Enfin, j'ai vu passer les présidents de la République, les ministres, et ainsi de suite. Je pourrais vous raconter des histoires sans fin. Et c'est un enrichissement considérable. Être la chance de s'occuper du patrimoine et d'un bâtiment comme ça, avec toutes les composantes, toutes les orientations que l'on peut penser, bien sûr les gens du collège, leur réaction, là encore c'est des problèmes, assurer des déménagements successifs pour que l'on puisse travailler continuellement, tout ceci a été un enrichissement et on le retrouve dans ce livre que j'ai eu la chance d'écrire avec François Cardinali qui m'a interrompu au bon moment, j'espère, que je suis trop long. Merci de m'interrompre. Quelqu'un veut intervenir, poser des questions, réagir? Est-ce qu'on peut envisager une visite? Pardon? Est-ce qu'on peut envisager une visite? Ah oui, bien sûr. Pas trop... Bien sûr, non, mais ça c'est sûr et certain qu'il suffit qu'on s'organise et puis on essaiera d'organiser une visite. Je demanderai l'autorisation à mon collègue administrateur, puis on essaiera de voir nous-mêmes. Mais la première partie du bâtiment, où se font les conférences, tous ces cours sont libres. Il y a d'ailleurs le 19 juin un colloque
qui est un historien d'architecture, M. Cohen, qui vient de faire une série de cours sur l'œuvre de Guéry, d'accord, qui est tout à fait intéressant. Et là, ça va peu vous intéresser, comme ça vous verrez l'amphithéâtre, vous pouvez y aller. 19 juin, c'est un lundi, je crois, toute la journée, de 9h à 6h du soir. C'est sur le problème des musées, des organisations spatiales, des œuvres architecturales. C'est un colloque avec des tas d'architectes ou de personnalités qui s'intéressent au musée. Je suis sûr que vous vous intéressez au musée. Oui, allez-y, monsieur. Oui, un problème, peut-être une question plutôt pratique. Ces travaux ont duré en effet plusieurs années. Vous avez été amené à fermer des bâtiments et à faire des opérations de tiroir d'un bâtiment à un autre. Voilà. Voilà. Alors ça a été, bien sûr, pendant la période où on a refait le bâtiment Chagrin, les cours n'avaient plus lieu ici. Alors on avait demandé, si vous voulez, à la Sorbonne, on avait demandé, on les faisait dans les autres sites, et puis ainsi de suite. Mais on n'a pas fermé. Et on n'a jamais. Et la recherche, par exemple, quand on faisait un bâtiment, on déplaçait tout le monde. Alors naturellement, ça râlait pas, ça râlait beaucoup. Vous pouvez imaginer. Non, mais enfin, ça s'est passé pas mal quand même. C'est pour ça que c'était long aussi. C'était long pour des raisons financières. C'était long pour des raisons administratives, parce que vraiment, il y a eu des tas de périodes difficiles dans ces travaux. Et puis c'était long parce qu'on déménageait à chaque fois. Mais finalement, vous savez, on apprend toujours, puisque on apprend en allant regarder ce qui se fait ailleurs, on apprend en étant confronté aux problèmes. Il y a des choses que je ne ferai plus, ou si vous voulez, et ce qui m'a frappé, je le dis d'ailleurs dans ce livre, on le dit avec François, si vous voulez, c'est l'évolution de la sociologie de ce pays. C'est-à-dire, j'ai vu la crise du bâtiment arriver, cette crise financière qu'on a connue, et cette évolution des entreprises et de la façon dont les gens de métier, les gens compétents étaient formés ou pas formés. Et la détérioration, si vous voulez. D'ailleurs, tout le monde vous dit que construire maintenant, c'est extrêmement difficile. Il y a des phénomènes de concentration considérables, ce qui n'est pas bon. Toute concentration est obligatoirement une erreur pour l'imagination. Quand vous avez une concentration trop grande, d'abord vous avez un seul lieu de pouvoir, vous n'avez plus de contestation et vous n'avez plus d'imagination. Donc, j'ai assisté à cette évolution de la détérioration. Et je suis parfaitement sensible au problème du travail bien fait et du maintien et de la maintenance. Et quand vous allez en Suisse ou quand vous allez en Allemagne et vous prenez une porte, une poignée, c'est une poignée. Ben, dans notre pays, c'est pas une poignée, c'est quelque chose qui prend Même chez vous, même à ce niveau-là. Comment ? Même à ce niveau-là. Non, à ce niveau-là, si vous voulez, on a eu de la chance parce que le prix moyen des dépenses dans toute cette opération, c'était de l'ordre, sur toutes ces années moyennées, c'est de l'ordre de 3 000 3 500 euros du mètre carré. Donc c'est vraiment, à ce prix-là, c'est quand même un niveau. Mais quand même, vous savez, quand même, c'est très libre. Quand vous êtes acculé, que c'est mal fait, que vous avez des entreprises, qui m'est arrivé chez combien de fois, qui font faillite. Et que finalement, tout est fichu parce que le calendrier n'est pas respecté, les autres disent, je m'en vais, je ne reviens pas. Donc quand vous avez un bâtiment comme ça, ou une opération comme ça, les faillites ou les difficultés dans des entreprises financières, etc., les gens qui ne tiennent pas parole, c'est un casse-tête sans fin. Enfin, ça finit par se faire. Dans les fouilles, est-ce que vous avez trouvé des choses archéologiques? Oui, absolument. Et il y a un livre que l'on peut trouver dans la librairie, dans la bibliothèque générale du collège, qui a été fait par sous la direction de M. Boudinot, où il y a, si vous voulez, rassemblé toutes les informations sur ces fouilles, la manière dont elles ont été faites. Et il y a dans certains lieux, notamment dans le... Vous voyez, regardez, quand on retrouvait un puits qui se trouvait à l'intérieur des fouilles, qui a été
était émerveillé quand on a vu ce puits qui se trouvait dans les thermes, sous le collège de Cambrai. Et on a trouvé des poteries, on a rassemblé si vous voulez, des tessons, on a trouvé des tas de choses, et on a conservé, on a même des objets entiers qui sont dans des vitrines du Collège de France. Alors on a fait, même dans l'endroit où on a les salons voûtés, il y a des vitrines qui sont là et l'histoire de ces fruits est racontée. Qu'est-ce qu'il y avait avant que ce soit avant il y avait les 213 il y avait ce qu'on appelle, si vous voulez, les thermes de l'Est. Vous avez les thermes de Cluny, et les thermes de l'Est allaient du Couchou, le restaurant Le Couchou, donc vous avez le Collège de France qui est en face, toujours en face de Grand-Peur. Sur la gauche au fond, de la page Chartière en face, vous avez un restaurant qui s'appelle Le Couchou. Et ça allait de ce Couchou jusqu'à la rue Saint-Jacques. Vous savez que l'artère principale de Lutèce, c'était la rue Saint-Jacques, qui montait jusqu'à un marché qui se trouvait, remarquable, qui se trouvait, vous l'avez peut-être là, dans vos plans, etc. Sur un plan. Voilà. Eh bien, il y avait un marché qui se trouvait au niveau du Luxembourg. Bon, je crois que vous avez toutes les informations ici. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des choses. Et que... Bon, alors et après, c'était la banlieue, il n'y avait rien du tout. Il y avait... Donc, nous, quand on a découvert qu'on prenait les termes en dessous, c'était extraordinaire. Et bon, alors, il y a des endroits, à un moment donné, si vous voulez, on m'avait demandé de faire la programmation de l'amphithéâtre de l'Institut. Alors, il est contre le mur de Philippe Auguste, et là, vous voyez, c'est toujours le même problème. Donc, on a parfois des choix à faire, on conserve, on ne conserve pas, on s'adosse à quelque chose qui fait partie de l'architecture. Là, rien n'était suffisamment intéressant pour qu'on puisse l'utiliser en termes de le préserver. Donc, on a tout fermé. C'était des termes gallo-romains. Voilà. Mais ils sont tous détruits parce que quand ils ont construit le collège de Cambrai, le collège de Tréguier, tout ça a été rasé. En fait, et si vous voulez, à l'époque, la Seine n'était pas protégée comme elle était protégée, donc il y avait des allusions. Donc ça remontait progressivement. Vous connaissez ça certainement mieux que moi. Donc voilà. Très bien, ben, je crois qu'on a fait le tour.